Et donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cet atelier. Je suis très, très enthousiasmée d'être ici ce soir, d'avoir l'opportunité de participer. Je dis merci à toute l'équipe MoveUp qui a daigné vraiment m'inviter à ces plateformes. C'est qu'ils font confiance en mes compétences et j'espère vraiment que je ne vais décevoir personne. Et je vous dis merci à vous, nos participants, d'avoir fait confiance à mes compétences aussi, hein, en vous enregistrant massivement à cet atelier. On me dit qu'il y a plus de 20 personnes qui se sont enregistrées. J'espère que sur le cours de la session, le reste des participants enregistrés vont nous rejoindre. Je sais que s'il y en a plusieurs qui sont sur la métropole de Kinshasa, les embouteillages ne sont pas toujours de notre côté. C'est fou aujourd'hui sur Kinshasa, mais on va faire de notre mieux pour vraiment faire de cette session l'une des meilleures sessions, hein, en tout cas, et l'une des plus interactives aussi. Ça vous va? Top. Parfait, parfait. Alors, comme je dis interactif, je tiens vraiment à cette partie-là. Euh, je trouve que c'est très, très important et ça aide beaucoup dans l'apprentissage de pouvoir avoir un feedback ben voilà, de l'audience pendant que les choses sont en train d'évoluer. Donc, mettez des feux, mettez des likes, parlez, dites un petit quelque chose pendant que nous évoluons. La matière, bien qu'étant quelque chose de très dense comme thématique, la résilience, mais j'ai fait de mon mieux pour vraiment succindre l'information le plus possible pour donner l'essentiel de la matière, tout en permettant d'avoir le temps pendant cette heure de session que nous avons pour nous permettre vraiment de pouvoir poser les questions parce que je pense que souvent on apprend mieux des exemples, des questions posées, on reçoit vraiment directement l'information qui est pertinente aux besoins qui nous a finalement emmenés à participer à l'atelier. Est-ce que ça vous convient comme format? Oui. Ok, parfait, parfait, parfait. Alors, on va commencer par ma petite présentation. Elle ne sera pas exhaustive. Je m'appelle Véronica Kayembe. Voilà, je suis mère, je suis entrepreneur, je suis femme à multiples casquettes. Je suis psychothérapeute, coach. Est-ce que j'ai oublié encore quelque chose? Donc voilà, je pense que pour l'instant, c'est l'essentiel. Et donc, je pense que c'est à cause de ma casquette de psychothérapeute que je suis devant vous ce soir. Donc, on va rester concentré sur cette casquette-là et on va parler résilience. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais que nous commencions avec un petit exercice. Ma question était celle-ci. Si, est-ce que par lever de main, manifestez-vous dans le chat en mettant un emoji de main levée si vous avez connu un chagrin d'amour dans la vie. Et vous pouvez mettre autant de mains levées pour autant de questions que je poserai. Si vous est arrivé d'avoir un chagrin d'amour. OK. Et si, par exemple, vous avez expérimenté une perte quelconque dans la vie, une perte d'argent surtout, perte financière, une entreprise qui n'a pas marché, un vol d'argent, c'est une perte. On vous a volé des choses importantes qui vous appartenaient. Si ça vous est arrivé, levez la main. OK, je vois les réactions, je vois les réactions. Euh, si vous avez subi les affres d'une catastrophe naturelle, une inondation, un cyclone, euh, une catastrophe, même d'autres natures, hein. Allez, un tuyau qui a explosé à l'occasion de rien et qui bousille toute votre plomberie, qui vous fait une inondation dans la maison. Très bien. Donc, je vois des oui, je vois des mains levées. Ça veut dire que
en réalité, l'adversité n'est pas discriminatoire. C'est tout ce que tout cet exercice veut nous dire. L'adversité n'est pas du tout discriminatoire. L'adversité peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et pour n'importe quelle raison. On ne s'y attend pas, ça nous arrive, ça nous tombe dessus, même quand on a calculé, même quand on a économisé, et on s'est dit on se lance dans un business, on le lance et puis la Covid arrive et tout tombe à l'eau. Il y a vraiment des réalités dans la vie qui font que malgré tout ce qu'on peut faire comme préparation, malgré tout ce qu'on peut faire comme mise en place pour s'éviter une douleur, un chagrin, une difficulté, il est toujours possible qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle l'adversité nous frappe. Et quand l'adversité nous frappe, il faut être résilient. Il faut savoir rebondir sans se briser. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des clés psychologiques de la résilience. Comment on peut rebondir sans se briser. Souvent, on a l'impression que c'est impossible, on a l'impression que les choses sont toujours contre nous et que c'est très, très difficile. Pourtant, il y a des leviers, des outils qu'on peut utiliser sur le point de vue social et surtout psychologique, parce que la résilience commence par notre état psychologique pour pouvoir, pas à pas, avec des petites choses au quotidien, mettre en avant des actions qui nous permettent finalement d'être capables d'aller de l'avant, de se hisser vers le haut et de sortir de son problème, même quand on a rencontré les situations les plus difficiles. Alors, je vais demander, puisque mon ordinateur me donne des difficultés, à Steve de bien vouloir m'aider avec mon PowerPoint, parce que je rencontre quelques problèmes techniques. Steve, tu es là? Oui, je suis là, je mets juste ça en place et je te reviens. Merci beaucoup. Vraiment désolée l'équipe pour ce désagrément. J'étais connectée sur l'ordinateur et la connexion m'expulse de temps en temps dessus. Donc, j'ai dû me remettre sur le téléphone et j'essaye de m'ajuster. Alors, pendant que la technique nous met en place le PowerPoint, on va évoluer peu à peu en parlant justement de la définition même de la résilience. La résilience, en fait, a une définition très simple. C'est le simple fait d'être capable, ah, très bien. Je vois que la technique nous a aidés en mettant le PowerPoint. Merci, Steve. C'est la capacité simplement de se refaire, d'aller de l'avant, de continuer après avoir expérimenté une difficulté ou un problème. C'est vraiment ça. La résilience peut être définie de plusieurs manières, mais je pense que cette manière-là, cette définition est l'une des définitions les plus simples. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ma façon de faire, j'aime donner des explications assez simples pour permettre aux uns et aux autres de comprendre très rapidement les choses, ne pas être dans beaucoup de mots, allez, faramineux ou compliqués, mais qu'on soit capable de vraiment comprendre très rapidement ce qu'on est en train de faire. On est ensemble? J'avais dit tout à l'heure, j'aimerais qu'on soit interactif dans nos échanges. Vous êtes avec moi? Oui, nous sommes Très bien, avec vous. très bien. Merci beaucoup. Merci pour le feedback. Et donc, quand on est résilient, on n'est pas particulièrement euh, plus fort que tous, mais on trouve simplement la force d'aller de l'avant malgré ce qui nous est arrivé. C'est un peu comme un élastique. Je vous donne, si vous pouvez visualiser dans votre esprit, un élastique. Quand vous prenez un élastique et vous l'étirez dans un sens ou dans un autre, vous mettez un doigt d'un côté, un autre doigt de l'autre côté, il s'étire, c'est-à-dire il subit une pression
pour aller dans une certaine direction. Mais finalement, quand vous relâchez cette pression-là, l'élastique est capable de revenir à son état initial. Il est capable très facilement de revenir à son état initial. C'est un exemple qu'on utilise aussi pour montrer la résilience. Parfois, on peut les tirer très fort, mais il revient quand même et il est capable de rebondir et retrouver quand même un certain niveau de souplesse et continuer l'exercice pour lequel il est créé à la base comme élastique. Et donc, dans notre esprit, nous avons besoin aussi de pouvoir reconnaître qu'en nous, il y a cette capacité-là d'avoir cette sorte d'élasticité dont nous parlons. Être capable de rebondir, être capable de voir les choses autrement, être capable de réussir dans ce que nous faisons, être capable à un endroit où on a eu à échouer, à pouvoir trouver des pistes de solutions pour revenir à la surface et réussir. Je vais vous donner très rapidement mon petit parcours de résilience. Euh, dans mon expérience professionnelle, je reviens de la RDC, donc c'est le slide 2. Je reviens de des États-Unis, je rentre en RDC et pour moi, j'étais venue pour aller. Ma phrase, euh, ma phrase, un peu mon motto, c'était to make a difference. Alors, pour faire la différence, emmener mes compétences, emmener le peu que j'avais reçu d'ailleurs, des études faites pour vraiment faire la différence quelque part. Et quand je reviens en RDC, j'atterris, je commence à travailler à BGFI. J'ai une opportunité à BGFI Banque, qui est une banque de la place. Je commence à y travailler, mais au bout d'une année, je commence à rencontrer des difficultés. C'est-à-dire, j'évoluais bien dans la banque, mais une autre opportunité se présente à moi. Je vais travailler dans une autre entreprise de la place et à partir de là, je commence à expérimenter vraiment des pots de banane. Je commence dans la première entreprise, ça se passe bien pour peu de temps et après, il y a un problème qui se passe, pot de banane, le contrat s'arrête et je me retrouve sur le carreau, comme on dit, dans le chômage. Et j'évolue comme ça d'une entreprise à une autre, de challenge en challenge, chose que je n'avais jamais expérimentée dans le passé, parce que finalement, j'arrivais sur un marché qui n'est pas évident, où parfois, pas parfois seulement, souvent on ne se fait pas de cadeaux, il y a beaucoup de compétition, il y a des jalousies, il y a des choses comme ça, et j'expérimente des choses auxquelles je ne suis vraiment pas habituée, jusqu'à ce que finalement, au bout d'un moment, je me dis, trop, c'est trop. La dernière entreprise pour laquelle j'avais travaillé, quand j'y ai travaillé, j'ai tout simplement expérimenté de l'injustice et j'ai ressenti pour la première fois de ma vie un vrai poids du racisme. Parce que je travaillais dans une boîte où je donnais le meilleur de moi-même, j'avais plus de compétences, plus de diplômes, etc., etc. Mais je voyais mes homologues de races différentes se voir donner les meilleures places, se voir donner des postes en tant qu'expat, des salaires et des choses comme ça. Et moi, on me rappelait, ben, tu es d'origine congolaise et peu importe si tu as plus de diplômes, ben, tu gères. Vous êtes sur le même palier professionnel et vous n'avez pas la même fourchette salariale, pourtant tu donnes un meilleur output. Le véhicule de service qu'on doit te donner à toi, on te donne la toute petite berline à peine 2 places ou 2 places et demie et à ton homologue directeur au même niveau, on donne une Jeep, on donne un logement, on donne tout ça. Et c'était très frustrant. Et en sortant de là, je me suis dit, j'étais de toutes les manières revenue avec des idées d'entrepreneuriat et je me dis, ben voilà, je me relance. Je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est le moment maintenant. Et pour moi, ce déclic-là est venu par ma sœur qui m'a tout simplement dit, mais écoute, tu as des compétences, tu es capable de faire des choses. Regarde telle opportunité que tu as pu avoir, regarde telle autre. Pourquoi ne pas te lancer à ton propre compte? Pourquoi ne pas finalement travailler pour toi-même et créer des revenus pour toi-même? Et je me suis dit, mais finalement, c'est vrai, j'étais venue
au Congo avec l'idée de travailler pour moi-même, mais bon, les réalités ont fait qu'il fallait nourrir les enfants, il fallait d'abord avoir une source de revenus et j'ai commencé à travailler pour autrui, mais pourquoi ne pas me lancer moi-même dans un projet, dans des choses à moi? Et c'est comme ça que je lance ma première entreprise, qui est le cabinet conseil, le consultant, qui est ma base première, ma source première de revenus. Et donc, j'évolue comme ça avec cette entreprise. Et sur le parcours, ben, les difficultés de la vie, les réalités sociales font que je passe par un divorce. Et beaucoup d'autres facteurs qui ne sont pas le sujet du jour, mais je me retrouve dans une situation où je passe par un divorce. Et venant de la culture dont je viens, je suis africaine, congolaise, ça ne se fait pas, on ne divorce pas. Étant enfant de Dieu chrétienne dans ma foi, dans la foi que je professe, ça ne se fait pas. On ne divorce pas. Euh, je suis servante dans mon église, etc., etc. Donc, c'est un combat interne intense qui fait que je me demande, mais finalement, pourquoi est-ce que je suis rentrée au Congo? Il semblait que quand j'étais en Occident, tout se passait bien, mon couple était bien, les réalités de ma vie étaient bien, je travaillais dans des entreprises où j'évoluais bien, mais qu'est-ce qui se passe finalement qui fait que je suis dans l'incapacité aujourd'hui d'évoluer convenablement? Mais je me dis, je ne vais rien laisser, je ne lâche rien, j'ai déjà mon entreprise, je me bats et je continue. Et quand je décide de continuer, ben, j'expérimente une sorte de renaissance. Parce que je découvre une nouvelle femme, je découvre une nouvelle facette de moi, je découvre finalement une nouvelle écorce qui m'est offerte par l'exercice de résilience, le fait de se dire, je ne peux pas mourir finalement. J'ai des enfants, j'ai un avenir, je suis encore à la fleur de l'âge, je peux évoluer. Et petit à petit, je me relève. Alors, on va partager dans la suite ces éléments-là qui m'ont aidé à me relever. Et ça, c'est notre troisième diapo, les éléments fondamentaux de la résilience. Maintenant, différentes personnes, différentes écoles, différentes recherches donnent différents éléments. Moi, j'ai trouvé les quelques éléments que j'ai trouvés pertinents dans mon parcours et dans le parcours de plusieurs avec qui je travaille, soit dans le coaching, soit dans le cadre de la psychothérapie, et qui pourraient vraiment nous aider à être résilients, peu importe la réalité à laquelle on a fait face. Euh, Au haut de ma pyramide, j'ai la foi. La foi, pourquoi? Parce que en tant qu'humains, nous croyons tous en quelque chose. La foi n'est pas qu'en Dieu seulement, c'est la même foi, mais nous décidons de mettre la foi dans quelque chose. Alors, tel que vous êtes là, chacun d'entre nous met sa foi dans quelque chose. Et c'est cette foi-là, c'est la croyance dans le fait que et c'est possible, je crois que c'est possible demain, je crois que le soleil va se lever demain, je crois qu'il y aura une opportunité demain, je crois que finalement dans l'humain, il y a quelque chose de bon. Allez, je ne vais pas rester cloisonné chez moi en dépression, en frustration, je fais quand même confiance à une autre personne. Si j'ai été déçue en relation, dans les relations humaines, j'ai foi dans quelque chose. La base de la résilience, c'est la foi. Parce que pour chercher à se hisser vers le haut, quand on est en train de sombrer, quand on est en train de couler, il faut avoir la foi qu'il y aura quelque chose de meilleur demain. Il faut avoir l'espérance. Quelqu'un peut exprimer ça comme étant l'espérance dans quelque chose. L'espérance, c'est une substance de la foi. Il faut croire en quelque chose. Il faut croire en un lendemain meilleur ou en quoi que ce soit pour justement rechercher en soi cette force-là qui va nous pousser à chercher à atteindre cet idéal dans lequel on croit. Donc, à la base, pour être résilient, il faut croire. Alors, pour ceux qui prennent note, prenez note rapidement et posez-vous la question. Mettez une petite question à côté. En quoi ai-je foi? En quoi ai-je foi? Je crois en quoi? J'espère en quoi? Qu'est-ce que j'aimerais voir? Quelle est la vision que j'ai dans ma vie? Je me retrouve dans une situation difficile. Je ne sais pas en sortir. J'ai l'impression que voilà, c'est des sables mouvants dans lesquels je suis en train de m'enfoncer. Les choses n'évoluent pas de la manière dont je pensais. Je crois
m'arrêter là et ne pas avoir les capacités. Mais je dois me dire, mais j'avais un idéal, j'avais une vision. Pour moi, c'était la vision de ce que je voulais accomplir ici. J'avais tout abandonné pour une vision, pour un plan de vie, pour des entreprises, des projets, pour des choses que je voulais accomplir. Et c'est ça qui m'a aidée. J'ai cru en ça, j'ai cru en mon Dieu parce que je suis très croyante. J'ai cru que le Dieu qui avait mis ces pensées-là en moi pouvait m'aider à sortir de cette situation et à atteindre mes objectifs. Alors, je vous invite à vous poser cette question. En quoi ai-je foi? En quoi est-ce que je crois? Quelle est ma vision? Cette chose-là dans laquelle j'espère qui peut m'aider à sortir, à me battre pour atteindre cet objectif-là. Deuxièmement, pour être résilient, il faut quand même avoir certaines bonnes attitudes, des changements d'attitude. Parce que la difficulté, souvent, c'est que quand nous nous retrouvons dans un problème, quand nous nous retrouvons dans la maladie, quand nous nous retrouvons dans une crise, on adopte une attitude. Cette attitude-là, c'est celle qui détermine justement le prochain acte que nous allons poser. Alors, il faut un changement d'attitude. Si l'attitude qu'on a prise quand il y a eu un choc, c'est le deuil, c'est normal d'être en deuil. On peut passer le deuil, mais est-ce qu'on y reste ou on évolue? Si c'est la colère qui fait qu'on s'arrête, on se dit, je suis frustré, je suis énervé, je tape dans un mur, après que cette colère soit passée, quelle est la nouvelle attitude que on adopte qui nous aide finalement à aller vers ce en quoi on croit, à aller vers la vision que nous avons? Quelle est la prochaine attitude? Il faut un changement d'attitude. Troisième point, il faut un changement de focus. Pourquoi un changement de focus? Parce que quand nous nous retrouvons dans une difficulté, on a tendance à rester concentré sur le problème. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, c'est l'échec. J'avais lancé un business et ça n'a pas réussi. On reste concentré là-dessus. On reste concentré sur la douleur. On reste concentré sur la frustration. On reste concentré sur la honte, l'humiliation. Je suis divorcée. Quel est le regard que les gens ont sur moi? J'ai une difficulté. Peut-être que je n'arrive pas à concevoir ou peut-être que je n'arrive pas à décrocher ce diplôme. J'ai fait plusieurs fois cet examen. Je n'y arrive pas. Et on reste concentré sur l'échec. Il faut changer le focus. Parce qu'on a foi en quelque chose et on espère justement atteindre cette chose-là, est-ce qu'on peut sortir notre focus, tourner notre regard de ce qui n'a pas marché vers ce qu'on cherche à accomplir finalement? Changer le focus. Alors la question à ce stade, c'est sur quoi est-ce que je me concentre? Et si je peux même revenir sur l'étape du changement d'attitude, la question serait, quelle est l'attitude que j'ai adoptée pendant l'adversité? À ce stade de l'adversité que je vis, vous connaissez l'adversité que vous traversez. Posez-vous la question, quelle est l'attitude que j'adopte maintenant? Et quelle est l'attitude que je pense que je devrais avoir pour sortir? Pour l'étape du changement de focus, sur quoi est-ce que je suis concentrée? Sur quoi est-ce que mes yeux sont braqués? Mon attention, ma concentration est braquée? Et comment est-ce que je devrais changer cela? Et sur quoi est-ce que je devrais me concentrer à présent? Enfin, les nouvelles compétences. Une fois qu'on décide de changer notre regard et de le mettre sur autre chose, il faut se poser la question, comment est-ce que je commence maintenant à aller vers cette chose-là en quoi j'ai foi? Est-ce que j'ai les compétences requises pour atteindre cette chose ou est-ce qu'il me faut des nouvelles compétences? Il faut se recalibrer. Et quand je parle de compétences, je parle de compétences à tous les niveaux. S'il y a eu un business dans lequel vous vous êtes lancé qui a échoué ou le marché de ce business-là n'est plus pertinent, il faut aller dans un autre domaine parce qu'on est entrepreneur. Il faut se poser la question, si je veux me lancer dans ce domaine-là, quelles sont les compétences à avoir? Je rentre dans mon exemple de parcours parce que je le maîtrise mieux qu'un autre. Je me retrouve, je viens du domaine de la banque et de la gestion en général, dans les ressources humaines et autres. Quand
j'expérimente ces difficultés-là avec ce que je rencontre sur le marché du travail, de l'emploi ici à Kinshasa et que je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat. La première chose qui vient vers moi comme opportunité, c'est tout ce qui est lié à l'art oratoire parce que je le fais d'une certaine manière. Je suis interprète, je suis, voilà, je suis une personne qui a l'habitude de parler en public, mais je le faisais de manière un peu anodine ou bien de manière amateur, mais pas de manière professionnelle. Et je me retrouve devant des opportunités où des personnes qui voient mon talent oratoire me demandent de commencer à travailler dans ce domaine-là. Mais je dois développer ces compétences-là. Au-delà de ce qui est commun, au-delà de ce qui est, allez, cette expression de base que j'ai apprise à l'école ou ailleurs, je me dois de commencer à développer des compétences en tant que communicatrice. Je me dois de développer cette façon de faire-là. Alors, j'acquiers des compétences en tant que des formations en coaching, des formations en prise de parole en public. Et finalement, je deviens animatrice d'événements corporate, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle opportunité, j'ai arrêté de m'apitoyer sur moi-même, j'ai changé d'attitude, j'ai eu foi que je pouvais toujours atteindre les objectifs qu'il me fallait. Et là, je me suis dit, ben, tu as des compétences de base, tu as un talent, maintenant, améliore ce talent-là. Et je l'ai amélioré jusqu'à ce que ce côté-là, communicatrice, devienne un pilier fort de mon cabinet aujourd'hui. Et ça devient une source de revenus finalement. Donc, posez-vous les questions par rapport à ce que je veux faire maintenant. Comment est-ce que je veux évoluer? Comment est-ce que ça peut m'aider? OK? On est ensemble? J'aimerais vous entendre. Oui, oui, on est là. On vous suit très Très bien. bien. Alors, je pose la deuxième question. Ça passe ou ça casse? Ça passe bien. Très Ça bien, passe super super. bien. Ça Alors, passe super bien, mais il y a un souci Ça, de connexion. ça passe désolé, très ça c'est bien. vraiment des réalités qu'on ne peut pas gérer les connexions, mais je suis très, très heureuse que l'information puisse passer très bien. Alors, on passe à la troisième diapo, c'est les caractéristiques des personnes résilientes. Comme on n'a pas énormément de temps, je vais passer par là assez rapidement. J'aimerais vraiment que dans le cadre de cet atelier, on ait l'opportunité de poser des questions et recevoir des réponses directes par rapport aux besoins que nous avons actuellement. Donc, permettez-moi d'évoluer assez rapidement. Alors, quelques caractéristiques sont les suivantes. Euh, les personnes résilientes sont compréhensives. Elles ne sont pas bloquées ou figées dans des moules de réflexion en disant ça ne doit se faire que comme ça ne doit exister que comme ça, la vie ne se passe que comme ça. Non. Elles se retrouvent dans une situation, une difficulté, elles se disent je comprends ma difficulté et je m'adapte. Je suis compréhensive, on peut me donner un conseil, on peut me donner une orientation. Je ne suis pas dans le qui connaît tout, je ne suis pas autosuffisant ou autosuffisante. J'ai de la compréhension de ma situation et la compréhension du fait que je dois évoluer de là et donc je fais le maximum pour comprendre les choses autrement que ce que j'ai compris avant pour pouvoir sortir de ma situation. Ensuite, elles demandent de l'aide. Les personnes résilientes n'ont aucun souci à demander de l'aide. Pour être résilient, à mon avis, vraiment, il faut être humble. Il faut être ouvert à recevoir de l'aide. Il faut être ouvert à recevoir des conseils. Il faut être ouvert à apprendre des autres et se dire, ben, je ne sais pas tout, je ne suis pas parfait ou parfaite. Je peux apprendre de quelqu'un d'autre, je peux apprendre de l'expérience de quelqu'un d'autre pour justement me sortir de cette situation. Et j'ose croire que mon audience aujourd'hui est composée de personnes qui viennent demander de l'aide. Parce que si vous venez dans un atelier, c'est parce que quelque part, vous vous dites, je peux recevoir de l'aide de cette personne qui me parle, n'est-ce pas? Et donc, je vous félicite pour ça, pour ce côté-là ouvert que vous avez et cette ouverture de recevoir de l'aide et de vous améliorer dans vos compétences. Après, nous avons la tolérance émotionnelle. La tolérance émotionnelle, c'est le développement des compétences pour accueillir et gérer les émotions difficiles sans être submergé. Et cela requiert vraiment une étude de soi. Je me dis, dans mes émotions, ce type de stress fait ceci ou cela de moi. Et en général, hein, en tant qu'humain,
on n'aime pas s'asseoir avec soi-même pour étudier ses émotions, évaluer ses émotions et se dire, là, Véronica, c'est ta faute. Là, tu n'aurais pas dû réfléchir de telle ou telle autre manière, tu aurais dû voir ça autrement. On a tendance, quand on vit dans nos émotions, surtout dans la vie actuelle où tout est centré sur soi, on a tendance à vouloir que tout le monde s'adapte à nous et que nous, on ne s'adapte pas aux autres et qu'on ne soit pas sincère par rapport aux erreurs émotionnelles que nous avons. Il faut avoir une tolérance des émotions des autres, parce que finalement, pour être résilient, il faut composer avec les autres. Quand on va demander de l'aide à une autre personne, il faut être tolérant par rapport aux émotions de cette personne, au tempérament de cette personne-là. Et il faut être tolérant par rapport à ses propres émotions, les comprendre, savoir les gérer et savoir développer une compétence qui nous aide finalement à avoir comme une sorte de airbag pour les chocs. Se dire, souvent quand j'ai un choc, j'ai tendance à beaucoup manger, je gagne du poids, je perds mon focus. Ah, souvent quand j'ai un choc, émotionnellement, je sombre dans des tendances un peu dépressives. C'est mieux que quand j'ai un choc, j'ai quelqu'un de sûr, un groupe où je vais me réunir, m'exprimer pour pouvoir gérer mes émotions, mais aussi savoir que je dois tolérer les émotions des autres parce que parfois, c'est nous qui causons le choc qui devient un problème pour tout le monde et savoir comment interagir avec les gens autour de nous. Euh, il faut avoir un contrôle ciblé, une concentration sur les éléments que l'on peut influencer plutôt que sur ceux qui nous échappent. C'est ça le contrôle ciblé. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut vraiment pas tout contrôler. Et souvent, la difficulté que nous avons, c'est chercher à tout contrôler, surtout quand on est une personne très active, de type A, vraiment les go-getters, comme on dit. On veut tout gérer, on veut tout organiser comme nous on veut. Mais il faut être capable de se dire, je ne peux pas tout contrôler. Je n'ai pas toutes les compétences pour tout faire. Ce que je peux contrôler, je mets l'excellence dedans, je mets la discipline dedans, je le contrôle. Ce que je ne peux vraiment pas contrôler, eh ben, je m'adapte simplement. Je me rends flexible. Et ça nous emmène à notre prochain point, qui est la flexibilité mentale. Avoir ce mental-là qui est prêt à se dire, si c'est compliqué, ben, je fais ce que je dois faire. Moi, je vis à Kinshasa, donc je vais beaucoup parler de la ville de Kinshasa. À Kinshasa, nous savons bien que quand tu es invité quelque part à prendre la parole, aller intervenir ou faire un travail, si tu prends ton véhicule et que tu es coincé parce qu'on ne calcule mais vraiment pas les embouteillages, même Google Maps ne peut pas anticiper les embouteillages parce qu'il y a juste trop de facteurs qui nous empêchent de pouvoir les gérer convenablement. Il faut avoir la flexibilité mentale de se dire, je suis madame respectée, allez, les gens me connaissent, je suis une personne publique, etc. Mais mon objectif, c'est d'arriver à mon bureau pour pouvoir donner cette formation, cet atelier pour MoveUp. Donc, si je dois me mettre sur une moto que nous appelons ici Wewa, eh bien, je me dégourdis. Je me mets sur la moto et j'évolue vers l'endroit où je dois aller parce que finalement, c'est important pour moi d'être résilient et de faire mon travail. Mais ça demande une flexibilité mentale, de mettre de côté toutes les appréhensions et tous les stress qu'il peut y avoir et de se dire, je suis flexible, je m'adapte à la réalité sur terrain, je me fous de ce que les gens peuvent penser. Ce qui est primordial pour moi, c'est l'atteinte de mes objectifs. C'est un signe de résilience. Et finalement, il faut quand même un peu d'humour. D'humour, c'est-à-dire rions de nos difficultés parfois, rions de ce qui nous arrive, parce que l'humour est démontré psychologiquement comme ayant énormément d'avantages sur la santé physique, mais aussi la santé mentale. Quand on rit des problèmes, ça nous aide d'enlever finalement cette ombre, cette lourdeur, ce nuage noir du stress, de la douleur, de la frustration, et ça nous permet de voir un autre angle, de changer finalement de focus et de voir ce qui peut être intéressant, euh, 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 aller valorisant, même dans une situation difficile, ce qui peut être un angle mort qu'on n'avait pas vu et qu'on peut exploiter pour nous tirer finalement vers le haut. Et je vais aller très rapidement vers notre quatrième diapo, je crois, les outils pratiques pour cultiver la résilience. Je vais juste les énumérer parce que vu le temps, j'aimerais vraiment qu'on puisse évoluer vers nos questions. Alors, les outils pratiques pour cultiver la résilience. Premier outil, l'acceptation. Deuxième, la concentration sélective. Troisième, l'évaluation
consciente. Acceptation, ça s'explique de soi-même. On accepte la situation pour ce qu'elle est, on l'évalue de manière objective et non subjective, et ça nous aide à accepter notre réalité. Et cette acceptation nous emmènera à la concentration sélective, c'est-à-dire j'ai évalué le problème, maintenant je me concentre sur les choses importantes. Et cette concentration sélective nous ramène un peu à ce qu'on a dit dans la diapo un peu juste avant, être ciblé sur ce que l'on peut changer et non ce que l'on ne peut pas changer. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut absolument pas changer. Elles sont là, elles sont figées, elles ne peuvent pas être changées. On les met à côté. On sélectionne des choses et on se concentre sur ces choses-là que nous pouvons changer. Et après, l'évaluation consciente. Après avoir choisi ces choses-là sur lesquelles on va se concentrer, on fait maintenant une évaluation consciente de si on est capable nous-mêmes de travailler sur ces choses-là, si on a besoin de l'aide pour travailler sur ces choses-là, si on a besoin d'un renforcement de capacité pour travailler sur ces choses-là et mettre en place justement ce plan d'action qui nous aide à évoluer. C'est ça l'évaluation consciente. On est conscient de nos capacités, conscient de nos faiblesses, conscient de nos limites et sur base de tout ça, ayant les éléments sur lesquels on s'est concentré et qu'on a ciblé comme étant notre cheval de bataille, on fait une évaluation consciente et on évolue par rapport à cela. Enfin, il y a quelques exercices qu'on peut utiliser pour recentrer son corps et son esprit. Psychologiquement parlant, quand vous avez eu un choc, et que vous avez connu un accident, par exemple, et que vous sortez de là, vous êtes essoufflé, ou bien vous avez reçu une information troublante, il y a quelques exercices, l'exercice le plus simple étant celui de la respiration. Vous respirez, tel que vous me voyez faire. Inhalez et puis relâchez. C'est ce qu'on voit à droite, la respiration centrée. On peut faire l'exercice avec ses lèvres, on peut faire ça, ça aide vraiment à décompresser. C'est un exercice très facile que n'importe qui peut faire. Après, on a le recentrage visuel. Vous changez votre focus encore une fois. S'il y avait une calamité devant vous, regardez à autre chose. Parfois, on peut vous dire fermez les yeux. Ceux qui font de l'hypnose peuvent vous dire fermez les yeux. Pensez à un souvenir heureux. Pensez à autre chose. Pensez vraiment à quelque chose d'autre qui vous emmène à booster l'adrénaline dans votre cerveau. Parce que quand vous faites cela, ça booste l'adrénaline dans votre cerveau, ça change un peu la mise en place des fluides dans votre cerveau et ça vous aide finalement à évoluer et à aller de l'avant et à vous rééquilibrer même dans vos émotions parce que quand dans votre cerveau, les hormones et tout ça est rééquilibré, ça vous aide à vous calmer et ça vous aide à évoluer. Ce visuel vous sera mis à disposition. Je vais simplement mentionner les autres exercices, faute de temps. Il y a le mouvement conscient, il y a la respiration concentrée, il y a la méditation bienveillante et il y a la visualisation curative. Et donc, ce sont quelques exemples, encore une fois, de quelques exercices psychothérapeutiques qui peuvent être utilisés en moment de choc, en moment de difficulté pour être résilient. Donc, je vais m'arrêter là pour ma présentation. Je pose encore la question, ça passe ou ça casse? Ça passe très bien. Ça passe très bien. Alors, je vais vraiment ouvrir maintenant la session questions-réponses, donner l'opportunité à tout le monde vraiment de s'exprimer et de poser leurs questions. Voilà. Donc, à vous l'équipe. Merci beaucoup, Véronica. Moi, j'ai une petite question. Alors, est-ce que, on va dire que la résilience, est-ce que c'est un état vers lequel qu'on atteint, ou est-ce que ce n'est pas un état, c'est comme, j'ai envie de dire, un état d'esprit, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu me suis, je vais être peut-être me refocuser moi-même, est-ce qu'on peut estimer, voilà, par rapport à telle situation par laquelle je suis passée, c'était difficile, maintenant j'ai atteint le cap de la résilience et voilà, donc ou est-ce que non, être résilient, c'est un effort au quotidien, c'est comme un muscle au quotidien. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Je comprends très bien ta question et tu y as répondu
La dernière assertion, c'est la bonne. C'est vraiment un muscle quotidien. Simplement parce que c'est un état d'esprit en même temps. Et cet état d'esprit-là, on y travaille au quotidien tel un muscle. Je, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que tous les jours, on fait face à des défis, petits comme grands. On fait face à des stress, petits comme grands. Et donc, on doit avoir un état d'esprit où on se dit, peu importe ce que je rencontre, je dois le surmonter. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Et on travaille à cet état d'esprit tel un muscle en se formant avec des exercices mentaux, avec des exercices de respiration, etc., etc., avec une mise en place de sa vie en se disant, je sais que dans la vie, je peux rencontrer des défis, mais on se prépare à ces défis-là. Un peu comme quand on prépare sa journée et on se dit, si je vis à Seattle, je sais que c'est une ville où il pleut beaucoup. Mon état d'esprit résilient me dit, ben, tous les jours, tu te promènes avec un petit parapluie dans ton sac. Tu as peut-être un imperméable. Tu travailles sur ce muscle-là tous les jours en te disant, ben, s'il pleut, je fais comment? Ben, si, voilà, en lançant mon entreprise, j'ai telle difficulté, je fais comment? Donc, c'est à la fois un état d'esprit, mais cet état d'esprit-là, on y travaille tel un muscle en faisant des exercices, pas simplement de mise en situation, mais même des exercices sur son cerveau finalement, c'est-à-dire parce que la résilience se travaille dans l'esprit et l'esprit c'est dans son cerveau, donc je fais du Sudoku, je fais des exercices pour que le muscle qui est mon cerveau, cet outil qui est mon cerveau, soit en bonne santé, je mange bien, je fais tout ça parce que je garde ce muscle en bonne santé, parce que c'est ce muscle-là qui me permet, qui garde, j'allais dire en anglais, housing, qui est en fait le data center de ma capacité de résilience. Ça répond à ta question, Alexandra? Exactement, merci beaucoup en tout cas. Très bien. Y a-t-il une autre question? Oui, moi j'avais une question. Merci. Alors, tout en haut de la pyramide, on a parlé de croire en quelque chose de nouveau, en quelque chose qui nous permet finalement d'un avenir meilleur. Comment on fait alors quand on ne sait plus croire en rien du tout et qu'on a perdu même la force d'espérer, de positiver tellement qu'on l'a fait et que bon, ben, ça marche pas. Très bonne question, très très bonne question. C'est là que on s'entoure d'autres personnes qui peuvent nous booster. Je reviens encore une fois sur mon expérience. Quand finalement ça se passe très très mal avec toutes les autres entreprises et que je sors de là vraiment découragée, c'est finalement ma sœur qui vient me donner de la foi. C'est elle qui me rappelle mes compétences, c'est elle qui me booste, c'est elle qui me dit, ben, tu es capable de faire des choses. D'ailleurs, tu avais une vision, d'ailleurs, tu avais des projets, d'ailleurs, tu avais cela. Et c'est dans les autres que finalement on est capable de puiser. C'est dans les expériences des autres. Si vous n'avez pas une sœur, un frère, un ami, ben, vous suivez des TEDx. Il y a des gens qui sont passés par des moments difficiles. Leurs histoires, leur capacité à faire des choses vous aident justement à retrouver de l'espoir en se disant, ah ben tiens, si cette personne-là qui me ressemble ou qui a vécu une expérience pareille à la mienne a pu le faire, ben, ça nous booste et ça nous aide. Donc vraiment, on trouve la foi, on trouve l'espoir dans les expériences des autres, dans ce que les autres mettent en nous. Merci. Alors, Véronique, moi aussi j'avais une petite question. OK? Ouais. Vous avez bien dit, ce que je voulais savoir, c'est qu'il y a des fois dans la vie, euh, on fait tout ce que vous avez dit là. Donc, Mhm. on a la foi, on s'accepte, on accepte que non, bon, c'est dur, mais il faut quand même s'en sortir, on fait des efforts. Mais, comme vous avez dit là, il faut faire des exercices au quotidien pour rester résiliente. Mais il y a des fois où on Mhm. a fait tous ces efforts-là, après on se trouve down. Donc, on se trouve dans une situation où même les conseils ou les soutiens des autres ne nous donnent plus de motivation. Vous avez des membres de famille, vous pouvez avoir des sœurs, mais en vous, vous sentez que non, voilà, en tout cas là, je suis au bout.
dans ces moments-là où on avait déjà commencé la résilience, on s'est mis dedans, mais on se retrouve dans des situations qui, même le soutien des autres n'est plus, on ne les sent plus. On ne les sent plus comme une motivation, comme une motivation. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous nous conseillez? Dans ce cas-là, euh, je vous conseille de la psychothérapie. Et ça peut sembler être comme une publicité pour ce que je fais, mais c'est pour ça que vraiment cette discipline-là existe et il faut prendre en charge sa santé mentale. Parce que quand on arrive à un niveau où rien ne nous motive, c'est souvent un indicateur d'un début de dépression. Et la dépression, c'est une maladie mentale, non de la folie, parce que chez nous, quand on dit c'est un problème de santé mentale, c'est une maladie mentale, on a vraiment l'impression qu'on est fou, on doit être interné. C'est vraiment pas ça. J'aime dire aux gens, on connaît des maladies normales, on connaît la grippe, on connaît la malaria, on connaît des choses comme ça qui passent dans la vie. On se dit, je vais prendre un médicament pour ça. Ben, dans la santé mentale, ces mêmes réalités-là existent. Il y a des choses dans notre mental qui sont comme une grippe, qui sont comme une malaria, qui sont comme un diabète pour lequel il faut prendre voilà, des mesures de santé, il faut manger certains aliments et enlever d'autres. Il y a des choses pour lesquelles il faut parler à quelqu'un. Et donc, quand vous arrivez à ce niveau-là où absolument rien ne vous motive, où absolument rien ne vous aide, c'est l'un des indicateurs directs d'un début de dépression. Il faut voir un professionnel du domaine de la santé mentale avec qui vous allez faire un bilan et sur base de ce bilan-là, un traitement vous sera donné. Et à l'issue de ce traitement, vous verrez que vous aurez de la capacité à pouvoir recommencer à faire des choses petit à petit. Parce que dans l'humain, il y a ces capacités-là minimales, cette force minimale. C'est comme si dans votre santé, quand vous vous réveillez et vous dites à votre médecin, je ne suis plus capable de marcher, je ne suis plus capable de manger, je n'ai plus de force physique. Ça montre simplement qu'il y a une carence, soit en vitamines, carence en quelque chose ou une maladie quelque part qui vous prend toute votre énergie. Parce que normalement, si vous êtes dans un état de santé physique normal, vous êtes censé avoir un minimum d'énergie pour exécuter des tâches de vie normales selon l'âge que vous avez. Et donc, cette même réalité s'applique sur la santé mentale. Si vous arrivez à un point où le minimum dont vous avez besoin pour vivre, pour exécuter vos tâches, pour être motivé même minimalement à faire quoi que ce soit, vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'il y a une vitamine mentale qui vous manque, ça veut dire qu'il y a une maladie mentale qui vous guette. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à bien comprendre un peu avec cette analogie entre la santé physique et la santé mentale. Ouais, ouais, j'ai bien noté. Ah bon, je veux aussi de savoir, est-ce que le sport peut aussi aider à ça? Bien sûr, le sport est beaucoup utilisé pour remonter l'adrénaline, remonter l'énergie. La bonne alimentation, c'est très, très important pour avoir une bonne santé. Je l'ai dit tout à l'heure. Notre cerveau est le bassin dans lequel, ou l'organe dans lequel résident justement nos émotions, nos pensées, nos réflexions, etc. Donc, cette capacité de résilience y réside aussi. Il faut bien s'alimenter pour que cet organe-là soit en bonne santé. Souvent, on n'y pense pas. Le cerveau est un organe, il faut bien le nourrir, il faut éviter toutes ces choses-là qui ne sont pas bonnes pour le cerveau, la malbouffe, etc. Et le sport aussi fait partie de ces choses-là qui nous aident à avoir une bonne santé dans tous les organes de notre corps. Donc, considérez le sport. Et si le sport ne vous aide pas et que vous ressentez toujours ce mal-être-là qui vous empêche d'évoluer, je vous conseille vraiment de consulter un professionnel de la santé mentale. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous pour la question. Y a-t-il une autre question? Je Allô, vois Madame quand même que dans Véronica? Ah, je vais d'abord laisser, oui. Oui, oui, allez-y. Allô, allô, Allô? allô. Bonsoir. Je vous entends. Oui, bonsoir. Vous arrivez à m'entendre? Allô? Oui, je vous entends très bien. Oui, oui, bonsoir, bonsoir. Alors, je voulais savoir, j'avais une petite question. C'est un peu en désordre dans ma tête, hein. Je voulais savoir la résilience et la dépression. Au fait, lorsqu'on sort d'une dépression et qu'on devient résiliente,
Je prends le cas de femmes, hein. On sort d'une rupture, on sort d'une situation très difficile, on devient résiliente. Puis à un moment donné, on se retrouve dans une situation presque similaire et l'on se dit, là, je ne peux plus, je n'ai plus de force, je ne sais plus continuer. Ou même dans un milieu professionnel où l'on a tendance toujours à te dire, t'es- tu connais rien, ce que tu donnes, tu n'es pas à la hauteur. Tu te dis, OK, je reste résiliente, je vais prouver, mais tu n'arrives pas. À un moment donné, tu te dis, OK, je me lasse. Je me lâche et je me lasse. Vraiment, en ce moment-là, qu'est-ce que l'on doit faire pour se redonner le courage? Qu'est-ce que l'on doit faire pour se dire, pour avoir confiance en soi et vraiment donner de la valeur à cette résilience que l'on avait quelque temps avant? Parce que très souvent, c'est ce qui arrive, où tu te donnes la force de te relever, mais tu retombes brusquement. Tu retombes brusquement et tu ne sais plus te relever. Mhm. Tu ne sais plus te relever. Tu n'es pas entouré des ondes positives ou bien tu es entouré des ondes positives, mais tu ne sais pas piquer la chose la plus meilleure pour te relever. Lorsqu'on n'a plus vraiment de la chance, on n'y croit plus. Qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Lorsqu'on n'y croit plus, je pense qu'il faut faire une évaluation et ça a été mentionné parce que j'essaye de comprendre le contexte de ce que vous m'expliquez, la réalité dans le domaine professionnel, cette pression-là professionnelle, ce manque d'appréciation et d'affirmation dans le domaine professionnel qui finalement emmène à un certain découragement. Et dans vos mots, j'entends encore une fois une sorte de soupçon de glissement vers peut-être une sorte de dépression par rapport à ce que l'on vit. Mais on a mentionné tout à l'heure qu'il faut faire une évaluation. Dans ce genre de situation, il faut réellement s'asseoir et faire une évaluation de sa situation, évaluation de ses émotions, pour savoir si nos émotions sont réelles ou pas réelles. Je donne un exemple. Souvent, les jeunes gens, on peut leur donner des conseils. On dit ne fais pas ci, ne fais pas cela. Si tu vas là-bas, ça ne va pas aller. Je ne veux pas t'accompagner dans ceci parce que ce n'est pas bon. Les gens ont tendance à dire ah, ils sont contre moi, ils ne veulent pas m'aider. Non, on n'est pas contre toi. Tu n'es pas préparé. Tu veux te lancer dans une entreprise, peut-être dans un projet, tu n'as pas établi un projet d'affaires équilibré ou sensé. Tu n'as pas fait une bonne étude de marché. Et quand on te le dit deux fois, trois fois, tu te dis, bon, les gens sont contre moi. Parfois, le problème n'est pas les gens, c'est pas l'entourage, c'est soi-même. Il faut s'asseoir avec soi-même, s'asseoir avec ses émotions, les évaluer objectivement. Demander de l'aide, demander aux gens autour. Bon, je vis ceci, on m'a dit ceci, j'ai agi comme ceci, on m'a dit cela. Est-ce que c'est moi le problème ou c'est les autres? Une fois qu'on a évalué, si on réalise que c'est nous le problème, ben, on se réinitialise en adoptant une nouvelle attitude, en ayant un nouveau focus et en adoptant de nouvelles compétences pour mieux exercer et pour avoir de meilleurs résultats. Si le problème, c'est pas nous et qu'on est simplement dans un environnement qui ne reconnaît pas nos compétences et qui ne les apprécie pas, à nous d'évaluer maintenant le vrai souci dans cet environnement-là. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la méchanceté? C'est quoi le facteur? Et quand on met le doigt sur le facteur, on se demande maintenant, est-ce que je peux contrôler ceci ou je ne peux pas contrôler ceci? Et on l'a mentionné tout à l'heure, se concentrer sur ces choses-là que l'on peut contrôler. S'il y a des aspects contrôlables, on travaille sur le contrôle de ces aspects-là et on maximise les performances par rapport à ces aspects-là pour rester résilient dans cet environnement-là. Si la majorité des choses que l'on rencontre, ce sont des choses que l'on ne peut pas contrôler, qui finissent par devenir détrimentales pour notre santé mentale, pour notre bien-être et pour même notre estime de soi et pour le développement de notre carrière, c'est là qu'on fait une réelle évaluation pour se dire, est-ce qu'il vaut la peine pour moi de continuer dans ce contexte ou pas?
Donc, c'est ce genre d'exercice qu'il faut faire. Faire d'abord une bonne évaluation du problème, parce que souvent, on peut même aller vers les autres pour trouver de la force, pour être boosté, mais on n'arrive pas à être boosté parce que l'évaluation de base du problème qui nous attaque et qui finalement gangrène notre résilience n'a pas été bien faite. Et si le problème n'a pas été bien évalué à la base, on ne saura pas retravailler la résilience ou booster la résilience parce que on est en train de travailler sur un angle qui n'est pas celui qui détruit la résilience. Et donc, la résilience continue à être gangrénée. Donc, faites une bonne évaluation de votre situation. Réalisez réellement, c'est redondant, euh, évaluez réellement le problème qui vous attaque, le problème qui existe dans le milieu professionnel ou dans cet espace où vous sentez des attaques acharnées qui finalement détruisent votre résilience. Et à partir de là, vous pourrez trouver la piste de solution pour sortir de la situation. Ça répond à votre question, madame? Madame Véronique, Puisque là, vous venez de m'ouvrir l'esprit sur d'autres. Ah, je ne vous entends plus. moi, je voulais juste rebondir un peu sur ce que vous avez venu de dire tout à l'heure là. Maintenant, je voulais savoir si vous arrivez, vous trouvez que non, la situation est compliquée. Est-ce que c'est aussi bien de se dire, OK, je m'en tape, je suis ma route. Vous pensez que c'est aussi une bonne façon de réfléchir. Donc, quand vous vous retrouvez dans une situation où vraiment tout est toxique, que vous avez peut-être vu que peut-être qu'il y a un peu de méchanceté ou un peu de jalousie, et vous vous dites, eh ben, ça, comme je ne peux pas maîtriser ça, je m'en tape, je continue mon chemin. Est-ce que c'est une bonne attitude à faire ou comment? Et il y a des situations dont on doit sortir. Il y a des situations, effectivement, qui sont toxiques, dont il faut absolument sortir. Mais la décision, c'est vous qui la prenez après avoir fait une évaluation objective de la situation dans son ensemble, après avoir pris conseil de personnes qui peuvent avoir un regard externe sur cette situation, qui peuvent vous aider à avoir une vue sur les angles morts que vous ne voyez pas du point de vue où vous vous tenez. Parce que dans tout problème, il y a plusieurs angles. Et souvent, nous ne solutionnons pas les problèmes parce que nous n'avons qu'un seul focus. Et je pense que ça a été mentionné. Il faut changer de focus. Et si vous, de là où vous vous tenez, regardant le problème, vous êtes dans l'incapacité de changer le focus ou d'avoir un autre angle de vue, demandez à des personnes fiables autour de vous de vous aider. En présentant la situation, ils peuvent regarder le problème autrement. Parfois, il y a des moments où on se dit, on est buté, on a un problème, on ne sait pas trouver la situation. C'est juste l'angle de réflexion du voisin ou d'un conseiller, d'un mentor, d'un coach, d'un psychothérapeute ou que sais-je encore, qui, lui, verra le même problème tout à fait différemment. Vraiment, tout basiquement comme la réalité du verre à moitié vide et à moitié plein. Deux personnes peuvent regarder la même photo, peuvent voir le même problème et juste voir le problème de deux angles totalement différents et pouvoir y trouver des solutions totalement différentes. Donc, commencez par cette évaluation, demandez de l'aide de personnes qui peuvent voir le problème d'un angle différent. Et après ces évaluations-là objectives, vraiment, je tiens à mettre l'emphase sur l'objectivité et pas des évaluations émotionnelles. Et souvent, c'est avec l'aide des autres qu'on sait sortir de nos émotions et avoir de l'objectivité. Une fois qu'on a cette objectivité-là et qu'on a évalué convenablement la situation et qu'on estime que la situation est effectivement toxique et détrimentale à notre évolution et à notre résilience, on peut faire le choix de quitter la situation. Je vais lire un message qui était posté dans le chat, puis ensuite une question. Donc, il y a une dame qui nous vient de Madagascar qui nous dit, je préfère écrire si vous le permettez. Pour ma part, Voilà. la résilience, j'en aurais vraiment besoin après un grand tournant de ma vie, le divorce d'un mari pervers narcissique, et être forte pour avoir toute ma tête, pour élever et nourrir mes enfants et garder mon emploi. Merci. Donc ça, c'est un partage. Je ne sais pas si si Véronica, Ouais. tu souhaites rebondir, encourager ou dire un mot.
Oui, j'avais vu cela. Merci Alexandra. Je l'avais vu, je gardais le morceau pour la fin, mais Ah, je pense d'accord. on peut y aller, c'est pas grave. C'est pas grave. Et oui, je suis passée par un divorce, je compatis. J'ai vu des personnes autour de moi faire face à des pervers narcissiques. Je veux d'abord, madame, vous envoyer toute ma compassion. Je sais que c'est très difficile de sortir de pareilles situations, mais c'est vrai. Je vois en vous de la résilience. Le fait d'être là, le fait de participer à pareil atelier, le fait de vous exprimer d'exprimer votre vulnérabilité, ça montre votre force parce que finalement, vous ne voyez pas cette situation comme un échec, vous transformez cette situation en échange de votre vulnérabilité. Vous vous dites, voilà, il y a eu une difficulté, je m'ouvre, je parle et je décide finalement d'aller de l'avant. Je vous encourage. J'ai été là moi-même et je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et si vous regardez bien, il y a toujours des outils, il y a des personnes qui peuvent vous aider autour de vous, des personnes fiables, des personnes capables. Et au besoin, ne vous mettez pas des limites. S'il faut voir, et je le conseille souvent, et nous en avons tous besoin, voyez un professionnel de la santé mentale pour vous orienter, pour vous mettre, donner une lumière sur des angles morts, encore une fois, que peut-être dont vous n'avez vraiment pas conscience. Faites au moins cet exercice, une ou deux sessions, juste pour avoir des éléments clés et vous aider à bâtir finalement cet organe ou ce mécanisme d'anticipation à la résilience. Je sais qu'il y aura des chocs, mais je peux anticiper sur ceci. Je ne savais pas qu'à l'issue d'un divorce, on peut expérimenter X, Y sentiments. Quelqu'un m'en parle, je me prépare par rapport à ça en me disant, si jamais ce sentiment venait, comment je peux aller rebondir, comment je peux me reconstruire et pouvoir aller de l'avant. Donc, je vous encourage et je vous donne de la force. Et est-ce qu'on peut applaudir pour madame? Je veux vraiment entendre nos micros allumés. Si on peut applaudir, entendre ce bruit-là dans le chat et donner de la force à notre sœur qui s'est ouverte et Yeah. qui a parlé. Est-ce on peut vraiment applaudir? Moi, j'applaudis. Est-ce que je peux entendre les applaudissements? Force à vous, notre sœur. On est ensemble. Merci, merci d'avoir partagé cette vulnérabilité avec nous. Merci. Alors, Merci j'ai vu également. aussi Ah, ben, je te un laisse message, prendre la y a-t-il, question. voilà, des prédispositions à la résilience. Tout celui qui le veut peut l'être. Euh, cette question-là, je pense que c'est vraiment un peu comme la question des leaders nés ou des leaders faits. Je pense que chacun d'entre nous est capable d'être résilient, en effet. Mais on ne naît pas avec, on n'a pas tous le même seuil ou la même capacité de résilience. Ça, c'est une réalité. Et on peut le voir dans la santé. Rien qu'à voir le sang que chacun d'entre nous a, si nous connaissons minimalement les résus, il y a ceux qui sont AA, il y a ceux qui sont AS, il y a ceux qui sont SS. Donc, physiquement déjà, de par nos gènes, on n'a pas tous la même résilience physique. Et cette réalité-là, on la trouve aussi au niveau mental. Il y a plusieurs personnes de naissance, ils n'ont pas forcément une force physique, mentale pour tenir face à beaucoup de choses. Ils sont très émotionnels, ils sont facilement découragés. Et je vous informe d'ailleurs que même la dépression peut être héréditaire. Le saviez-vous? Donc, dans la santé mentale, il y a de l'hérédité aussi. Tout comme il y a de l'hérédité dans tout ce qui est lié au bipolarisme. C'est héréditaire, mais ça, c'est une maladie liée à la santé mentale. Donc, quand il en vient à la résilience, il y a des prédispositions génétiques qui peuvent nous rendre, qui font que quand on est un peu plus fort en termes de résilience ou un peu plus faible. Maintenant, de ce point de vue-là, il est possible, même quand on est faible, de se bâtir et de se développer une fois qu'on a compris qu'on a certaines faiblesses, en trouvant des exercices, en ayant une bonne alimentation, en se formant et en se développant par des affirmations, par un travail sur soi et par le développement de compétences. Donc, voilà. Ah, merci madame, je vois votre commentaire. Je sais que le divorce ne va pas être facile, mais
Merci à vous et courage à toutes. Merci. Vraiment, vous avez notre soutien et nous espérons vraiment que les choses vont bien se passer dans la décision que vous avez prise. Courage encore. Courage, courage, courage. Alors, je pense que là, on a vraiment débordé en termes de temps. Et la technique nous mentionne que l'atelier sera disponible voilà, sur le YouTube de MoveUp. Alors, je voudrais savoir s'il y a une toute dernière question à laquelle je peux répondre avant que nous ne puissions nous séparer pour cette soirée. Non, je ne vois pas de commentaires dans le chat. Alors, je déduis qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je Et vais quand même donc, poser une dernière petite question, mais qui sera beaucoup plus liée à notre contexte culturel africain. Quel regard est-ce que, bon, du moins, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à notre contexte culturel qui n'encourage pas toujours le recours aux spécialistes? On a parfois tendance à beaucoup se raccrocher à la spiritualité, ce qui n'est pas négatif en soi. Tu as parlé même de la notion de foi et autres qui est importante, mais finalement, quelle est un peu ma question, c'est quelle part des choses on pourrait faire entre finalement des générations comme les nôtres. Tu es là, tu es très spirituel, en même temps tu es aussi docteur en psychologie. Quelle part des choses on pourrait faire au fait? Est-ce que le fait de recourir à la psychologie, enfin du moins à des spécialistes, ne se substitue pas? Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'il faut d'abord commencer par l'un? Du moins, quel serait ton conseil? Voilà. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui trouvent que c'est bizarre, mais il faut pas, c'est un manque de foi ou un manque de foi même en soi-même et en ses capacités d'avancer. Donc, il y a tout le monde a un peu un avis sur tout. Donc, ma question, quelle est la place des spécialistes dans un contexte culturel qui n'est pas forcément encore prêt pour ces types de métiers ou ces types d'encadrement ou d'aide? très bien. Voilà. Question extrêmement pertinente, mais vraiment extrêmement pertinente. Merci pour cette question. Et je pense qu'elle est clé et elle va aider à fixer tout le monde par rapport à l'utilisation des outils partagés pendant l'atelier. Donc, merci beaucoup, Alexandra, pour cette question. Donc, l'être humain est tripartite, n'est-ce pas? Esprit, corps et âme. Et qui dit âme, l'âme, encore, son bassin, c'est dans cet outil qui est, enfin, cet organe qui est le cerveau. Donc, c'est la partie psychologique de la personne. En fait, la difficulté que nous avons jusque-là dans notre culture, c'est que nous avons oublié que l'humain était tripartite. Et donc, pour l'esprit, on a tout ce qui est lié à la foi, ce en quoi on croit, si on croit en Dieu, quel Dieu, voilà, tout ce qui est lié à l'esprit est lié à nos croyances religieuses. Je vais mettre ça là. Tout ce qui est lié au corps, on traite ça avec les médecins. Et peu importe les croyances religieuses, tout le monde croit au fait quand même de recevoir un traitement minimum d'un médecin. Maintenant, le choix d'être perfusé, transfusé, opéré ou pas, ça, c'est des choses techniques, on va plus en profondeur. Mais tout humain sait, je suis malade, je peux prendre un médicament, que ce soit même de la physiothérapie ou bien de la phytothérapie ou c'est médecine traditionnelle, mais il y a quand même un médicament. On se dit, on peut prendre quelque chose de physique et matériel pour traiter ce qui est physique et matériel, qui est notre corps. Mais quand il en vient à l'âme, c'est là où dans beaucoup de cultures, surtout la nôtre, on ne sait pas comment le traiter. Et on a souvent mélangé l'âme et l'esprit, ne sachant pas que l'âme, les émotions, le mental, justement, il y a des possibilités de le traiter aussi. Et donc, de la même manière qu'un corps peut être malade, un esprit peut être malade. Et la psychologie, donc l'âme de quelqu'un, peut être malade aussi. Et il y a des disciplines, des formations, des personnes formées pour justement emmener un traitement à l'âme. Parce que l'âme peut être tout aussi malade que le corps. Alors, si jamais tu rencontres une personne ou même dans ta vie, tu es face à une situation,
qui ait un problème à n'importe quel niveau de ton être, tu te dis, OK, je sens que j'ai un problème. Vers qui est-ce que je dois aller? Où se trouve le problème? Est-ce que le problème est spirituel? Je prie, je rencontre mon leader religieux ou quoi que ce soit. Je traite ça au niveau du spirituel selon mes croyances. Si le problème est au niveau du soma, c'est-à-dire le corps, je traite ça avec les personnes habilitées pour prendre en charge mon corps selon la maladie qui se trouve dans mon corps. Mais encore une fois, si j'estime que le problème est lié à mon psyché, à mon âme, donc je trouve ces personnes-là qui peuvent prendre en charge le psyché. C'est comme ça qu'on peut faire la part des choses. Et maintenant, il y a possibilité d'avoir ces personnes-là qui ont double casquette. Je n'ai pas voulu mentionner cette casquette-là. Je suis pasteur et je suis psychothérapeute. Donc, je suis capable de faire le travail de l'esprit et aussi le travail de l'âme. Mais malheureusement, on a souvent pensé que ceux qui étaient formés pour faire le travail de l'esprit étaient nécessairement outillés pour faire le travail de l'âme, pendant que non. Et c'est là où il y a un défi, c'est là où il faut vraiment, quand on va vers nos leaders religieux, les analyser et se poser la question, est-ce que ce sont des personnes qui ont été formées pour la prise en charge de l'âme? S'ils ne le sont pas, laissez-les faire le travail lié à l'esprit, trouver ces personnes-là habilitées à faire le soin auprès de l'âme, qui vont s'occuper de votre âme, donc de votre psyché, et qui vont vous aider à traiter les maladies y liées. Donc, c'est ça ma réponse. J'espère que tu as trouvé ta réponse dans cet élément que je viens de donner. Alexandra, je voulais avoir un feedback de ta Oui, tout part. à fait. J'ai mis As-tu dans le trouvé chat, réponse à ta j'ai question? réagi dans le chat. Ah, tu as mis Oui, le oui, oui. cœur, voilà. Très Et bien. est-ce qu'il est Donc, voici ce qui possible conclut. est-ce qu'il est possible d'avoir des séances avec vous si au besoin? Mais oui, bien sûr, la plateforme MoveUp a toutes mes coordonnées. Je les laisse vous les mettre à Mais disposition. non, tu peux mettre dans le chat directement. Ah, C'est je peux ça mettre dans le l'objectif, chat. Ben, Véronica, très mais bien bien. sûr. Ben, top, top. Ben oui. Alors, je mets très vite mon numéro de téléphone avec le zip code de Kinshasa. Euh, ok, je vérifie s'il est bon. Donc, voilà. Je viens de pianoter mon numéro, c'est mon WhatsApp. Euh, En tout cas, contactez-moi en m'envoyant un message. C'est la manière la plus rapide de m'avoir. Les appels, c'est pas facile, mais quand j'ai un message, j'ai un nom et une référence par rapport à MoveUp, ça me permettra de revenir vers vous très rapidement. Et ce serait avec grande joie que je partagerai et que je ferai une session avec vous. Merci. Alors, sans engagement, déjà, je tiens à te remercier, Véronica. La séance, elle était très édifiante. Elle était vraiment ressourçante et je pense que j'ai hâte d'écouter le replay. J'espère qu'il sera disponible très rapidement et ça bénira Mhm. beaucoup, plus d'un en tout cas. Moi, de mon Merci. côté, vraiment pour toutes les personnes, j'ai vu l'engouement, les réactions et les questions. Je pense qu'on regardera en aparté vraiment la possibilité de voir dans quelle mesure Serenity Clinic pourrait proposer, on va dire, des accompagnements. Bien entendu, tout travail Mhm. mérite salaire, hein, faut que tu apportes de la valeur. Exactement. Ben voilà, quitte à ce que derrière, que qu'on au travers du réseau, voir qu'est-ce qui est possible et peut-être voir justement à l'issue de cette séance, on prendra contact avec toi pour voir qu'est-ce qui pourrait être proposé vraiment pour booster et aider parce que je pense que j'ai ressenti vraiment des choses positives quand tu parlais et en voyant dans le chat et les réactions, je pense que les merci ne sont pas suffisants. Vraiment, c'était très édifiant et ça mérite une continuité pour toutes. Ah, merci beaucoup, merci Alexandra, et merci encore pour l'opportunité. En tout cas, je suis très touchée et comme tu le sais, je suis disponible anytime. On peut le refaire autant de fois et réitérer vraiment que Serenity Clinic, c'est une clinique mobile. L'objectif étant vraiment de venir vers vous, c'est-à-dire en visio ou dans un lieu neutre. C'est un concept qu'on a pensé faire parce qu'on réalise les difficultés sur terrain. Parfois, les gens se disent aller dans un centre psychiatrique ou psychothérapeutique, c'est stigmatisé, mais on peut choisir un endroit qui est neutre, en dehors de chez vous, en dehors des bureaux formels. Trouver un coin où on s'assied calmement, loin des regards, échanger pour que vous soyez à l'aise de vous exprimer et recevoir les soins dont vous avez besoin. Donc, c'est vraiment là aussi un avantage du service que nous vous mettons à disposition.
Top. Ben, il est 21h26 en Belgique, 20h26 du coup à Kinshasa et 22h26 à Madagascar. Euh, Oh, je tiens à te remercier de nouveau, bien. Véronica, docteur Véronica. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont connectées. Merci en tout cas, Steve, au niveau de la technique. Et pour l'heure, ben, je souhaite une très belle fin de soirée à chacun d'entre nous dans la méditation et dans vraiment l'intériorisation de tout ce qui a été dit lors de cette séance. Bonne soirée à Très bien. tous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.